Avant le vin, il faut d'abord faire du raisin. Et je crois que c'est un élément qu'il ne faut jamais oublier. La production du raisin, c'est l'essentiel de la qualité du vin futur. Donc il faut choisir ses plants, il faut d'abord avoir la chance d'avoir un vignoble qui soit positionné sur des terroirs. Il y a un autre élément qui est important, c'est la notion de cépage. Chaque cépage est classé suivant une climatologie. Donc cette climatologie varie. Ici, on est à Saint-Émilion, on a un régime continental avec une influence atlantique. Et c'est vrai que dans cette partie nord de la Gironde, c'est là où le merlot a la plus belle expression. Il y a deux grands types de stress qui peuvent entraîner des problématiques qualitatives chez le raisin. Par la suite, donc pour le vin aussi, c'est le stress hydrique, donc des périodes très sèches, ou des périodes où de grands contrastes, un printemps humide et un été très chaud. Donc la racine, au départ, vit dans de l'eau relativement facilement utilisable, et puis tout d'un coup, comme en 88, la chaleur arrive, l'eau baisse dans le sol et la racine n'arrive pas à s'adapter à cette chute. Le deuxième type de stress qui peut exister, c'est vraiment le stress thermique, alors qui est très important. Au-dessus de 35 degrés de température, les stomates sont refermés, la vigne se replie aussi sur elle-même, elle essaie de conserver son eau, elle essaie de résister à l'effet du soleil, et on se retrouve avec un retard important qui fait que si l'arrière-saison n'est pas belle, eh bien, on n'arrivera jamais à la maturité réelle des tanins qui sont les plus tardifs à se développer, à mûrir. Et on va avoir donc un décalage terrible entre le côté alcool, acide, et le côté tanin. Le choix de la date des vendanges, et vous y êtes, et chaque jour est important parce que chaque jour va déterminer en réalité un stade de maturité pour chaque parcelle, et l'essentiel est de vendanger au moment optimum, c'est-à-dire au moment qui nous paraît le plus intéressant pour exprimer ce terroir, ce cépage et faire partie de la famille de Saint-Émilion. L'intervention, si vous voulez, de l'homme au niveau de la cueillette est très importante parce qu'il a d'abord un rôle sélectif. Il va pouvoir sélectionner la grappe qui n'est pas pourrie, celle qui est pourrie à côté, il va pouvoir l'éliminer. Donc il y a déjà, humainement, il y a une présélection du vendangeur qui est très important. Ensuite, il y a une attention, il y a une délicatesse. On ramasse la grappe entière, on la pose dans un petit panier. Ce petit panier est déposé dans une cagette qui va être transportée en une seule étape directement au pied de la cuve, si vous voulez. Donc le raisin ne sera pas mâché, ne sera pas éclaté, ne sera pas traumatisé. Et il va arriver en parfait état au moment où il va être retrié par une équipe de gens de la propriété. En 1954, il y a eu un classement de Saint-Émilion qui a été établi à la suite d'une étude qui est assez ancienne, qui date de 1938, ce qui était déjà quand même pour Saint-Émilion quelque chose d'important parce que Saint-Émilion avait déjà bien compris la notion de terroir. Ils avaient fait travailler un ingénieur qui a étudié le terroir saint-émilionnais. Il avait établi des courbes de niveau, si vous voulez, et en fonction des courbes de niveau, il avait établi des qualités successives, quoi, hein. Donc ça avait donné la base géologique, si vous voulez, et géographique, et on a créé donc cette appellation qui est assez hétérogène, mais dans laquelle il y a beaucoup de points communs, parce qu'on s'agrippe autour du merlot, on s'agrippe autour de la culture du Saint-Émilion. Ça va faire 168 avec celle-là.
on est passé à ras de l'erreur, c'est-à-dire qu'on a eu 27 mm il y a 10 jours à peu près, et les peaux se sont distendues légèrement. C'était à la limite, parfois il y avait même une petite larme de sang qui coulait des graines. C'était extraordinaire, vous avez une petite larme de sang qui coulait, et par chance, on a poudré derrière, on a talqué, le soleil est arrivé, le vent de nord-est, parce que ça c'est très important, les vents ça sèche. Et puis ensuite ce qui s'est passé c'est que on a l'eau qui s'est évaporée, donc qui s'est bien évaporée, et tout est rentré dans l'ordre. Le froid le matin, tout s'est calmé et on est passé. Mais je peux vous dire que c'est comme sur un fil en équilibre, là vous êtes prêt à tomber. Tous les fruits mûrs sont très fragiles. L'homme fait partie intégrante de la culture du vin. C'est lui qui à un moment a stabilisé, a établi un niveau d'équilibre qui fait que l'on a des vins, tout simplement, du vin et pas du vinaigre. Et puis que l'on a tout simplement des grands vins, des vins goulayants, des vins de soif, comme l'on dit, ou des vins de garde, ou des vins de fête, comme le champagne. C'est l'homme là qui a une intervention quand même très très forte. On met tout dans la cuve, on fait des remontages avec l'hélicopigeur. On monte, on descend, on tourne, c'est pour brasser le marc. Comme les vis ne descendent pas jusqu'au fond de la cuve, parce que le marc n'est pas encore assez dur, on descend le mou dans le cuvon, qu'on remonte par gravité et que Manu arrose au-dessus du marc. Quand Manu aura fini, on attendra un petit moment. Avant midi, par exemple, on remettra les coupigeurs dessus pour rebrasser tout ça. Alors les écoulages, c'est qu'on vide le mou de la cuve dans le cuvon. Il reste le marc, on écoule bien, on ventile bien. Quand tout ça c'est parfait, une personne descend de la cuve, on met une presse à côté et on vide le marc dans la presse. Dans ce type de pressoir, là aussi, moi j'aime l'homme. Et à travers l'homme, il y a le savoir-faire de cet homme, il y a le savoir-faire, et c'est l'homme qui va marquer son pressurage. On ne va pas tomber dans un plan commun, c'est-à-dire un programme commun que tout le monde adopte, c'est-à-dire la pensée unique un petit peu du pressurage. En fonction du millésime, on va plus ou moins pressurer, on va plus ou moins obtenir de jus fin, de jus clair, de jus très extrait, très tannique. Là, je pense qu'on intervient plus passionnément par la dégustation. La couleur, c'est vraiment le vin rouge. Là, on voit bien que c'est quand même c'est mélangé, on le voit très bien dedans quand même.
partie solide, donc toutes ces pellicules vont être données aussi à la distillerie et on va les récupérer une fois refermentés chez le distillateur, parce qu'il récupère encore d'alcool, pour les réintégrer aussi dans le vignoble. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir des restitutions naturelles, quoi, et autant profiter de tout ce que la vigne exporte pour lui restituer. On s'imagine déjà à la vigne que le bébé sera beau. Lorsqu'on goûte le raisin, on s'imagine qu'il est goûteux, qu'il est riche, qu'il est aromatique. Et puis après, on le vinifie, c'est le moment de l'accouchement, là. Et donc là, on ne sait plus trop, parce que c'est un moment très délicat où on est un petit peu égaré, où c'est l'urgence, où tout arrive à la fois. Et à partir du moment où on va commencer à avoir fini de vinifier, où chaque cuve aura bien son identité, là, on va commencer à découvrir les vrais personnages que l'on va mettre en scène dans l'assemblage. Pourquoi on met un millésime sur une bouteille? Bien, c'est pour expliquer au consommateur qu'il est différent de l'autre. Parce que si Château Bel Air tous les ans était Château Bel Air, ça ne servirait à rien de mettre le millésime, quoi. Donc on exprime quoi? On exprime la climatologie du printemps, on exprime la climatologie de l'été, on exprime les difficultés de l'accouchement, comme je vous disais. Après les grands moments d'émotion, je crois que c'est à l'autre bout de la chaîne. C'est-à-dire quand on est face à une bouteille qui a vécu 100 ans et qui vous offre eh bien, toute l'expérience, tout le vécu de cette bouteille, tous les gens qui ont participé, tous les gens qui ont traversé ces époques, tous les gens qui ont participé dans le fond à la conservation d'une société hautement cultivée. Et dans une bouteille ancienne, eh bien, on a cette notion d'aventure humaine encore. Quand on ouvre, eh bien, on peut trouver quelque chose de fantastique. On peut aussi avoir un échec cuisant parce que c'est le cerbère, c'est le tout petit bouchon qui nous conserve ces bouteilles, qui peut nous lâcher un moment. Mais même une bouteille qui est morte, c'est une belle aventure parce qu'elle a traversé des siècles.